Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes à l'épisode 4 des secrets sur les films Harry Potter. Après l'école des sorciers, la chambre des secrets et le prisonnier d'Azkaban, aujourd'hui nous allons nous attaquer à Harry Potter et la coupe de feu. Tenez-vous prêts à découvrir ou redécouvrir les secrets de ce film et à impressionner vos amis en soirée. Et pour encore plus animer vos soirées entre amis, je vous propose de découvrir le sponsor de cette vidéo. Asmodée, qui sponsorise cette vidéo, propose une large gamme de jeux de société Harry Potter. En passant par du jeu de stratégie, du jeu d'ambiance, des casse-têtes, il y en a pour tous les goûts. La dernière fois, je vous avais présenté ce jeu de stratégie et de deck building, mais aujourd'hui, je vais vous présenter ce Time's Up Harry Potter. C'est un jeu d'ambiance qui se joue de 4 à 12 joueurs avec des parties allant jusqu'à 30 minutes. Le but est simple, faire découvrir un maximum de personnages, objets, créatures et toute autre chose issue de l'univers de Harry Potter à votre équipe. La partie se déroule en 3 manches. La première consiste à faire deviner un maximum de cartes en décrivant l'élément. Admettons que je veuille décrire Harry Potter, je pourrais dire par exemple celui qui a survécu. Mais attention, vous avez un temps limité géré par le sablier inclus dans la boîte. Lors de la deuxième manche, vous n'avez plus le droit qu'à un seul mot pour faire deviner votre carte. Si on reste sur Harry Potter, ça pourrait par exemple être le mot cicatrice. Et enfin la troisième manche, qui est la plus drôle selon moi, cette fois-ci, plus le droit de parler, il va falloir mimer pour faire deviner votre carte. Donc par exemple pour Harry Potter, ça pourrait être tout simplement ça, imiter ses lunettes rondes. Et pas d'inquiétude pour ceux qui sont moins à l'aise avec l'univers, ou à l'inverse, pour les experts, le jeu prévoit 3 niveaux de difficulté afin que tout le monde y trouve son compte. Le Time's Up Harry Potter est un excellent jeu d'ambiance pour animer vos réunions de famille ou vos soirées entre amis, et je peux vous assurer que vous allez passer des moments très drôles quand l'un d'entre vous devra imiter la mandragore. Encore merci à Asmodée d'avoir sponsorisé cette vidéo et c'est parti pour 15 secrets sur Harry Potter et la coupe de feu. Harry Potter 4 est d'emblée un énorme défi pour l'équipe du film puisqu'il est basé sur le plus gros livre de la saga adapté jusqu'à maintenant. Et dès le départ, il a été envisagé de faire un film en 2 parties. C'est alors qu'arrive aux commandes un nouveau réalisateur, Mike Newell, qui vient remplacer Alfonso Cuarón précédemment sur Le prisonnier d'Azkaban. Ce nouvel arrivant voit le 4e volet de la saga comme un thriller et se donne le défi de le compresser en 2h30. Comme vous vous en souvenez peut-être, ce 4e film est le tout premier à ne pas s'ouvrir sur une scène au 4 Private Drive chez les Dursley. Mike Newell fait le choix de débuter par une scène des plus angoissantes. Cette décision renvoie au code du thriller et c'est ce que voulait le réalisateur. Avec cette ouverture, on apprend qu'un complot mortel tourne autour de Harry, et avec la suite du film, on retrouve toujours les codes du thriller. Pendant tout le déroulé de l'histoire, Harry récupère des indices pour comprendre ce qu'il se passe. Mike Newell a une façon de travailler un peu différente des autres réalisateurs intervenus jusque-là sur la saga. En plus d'intimider les jeunes comédiens, il s'impliquait énormément dans le tournage de certaines scènes. Il va même jusqu'à aider les comédiens dans leur jeu en prenant leur place pour leur montrer ce qu'ils voulaient exactement. Vous vous souvenez certainement de cette scène où après avoir mis leur nom dans la coupe de feu, les jumeaux Weasley se bagarrent et se roulent par terre. Les 2 comédiens n'étaient pas assez agressifs dans leur jeu selon Mike Newell, alors celui-ci a décidé de faire une démo avec l'un des 2 jumeaux. L'équipe s'en souvient puisque le réalisateur s'est fêlé une côte et a souffert pendant plusieurs jours. C'est le 4e film de la saga que les jeunes comédiens enchaînent et ces derniers commencent à avoir un peu d'expérience. Les précédentes années leur ont appris, un des plus grands ennemis des acteurs sur le tournage est l'attente. L'ennui. Et oui, un comédien n'est pas sollicité toute une journée lorsqu'il vient en studio. Les attentes durent parfois des heures et il arrive même qu'il ne tourne pas de la journée. À cela, les jeunes comédiens ont trouvé des parades. Jem Phelps ramenait sa guitare sur le tournage, Tom Felton quant à lui jouait avec sa voiture télécommandée sur le parking des studios, et quant à Emma, celle-ci avait développé une obsession pour un jeu vidéo et était devenue imbattable face à Daniel. Le tournage de ce nouvel opus marque l'arrivée de nombreux nouveaux comédiens. Et oui, énormément de nouveaux personnages font leur apparition comme Maugrey Folleuil, Barty Croupton, Victor Krum, Madame Maxime ou encore Cho Chang. Entre casting et intégration de ces nouveaux comédiens, j'ai quelques anecdotes à vous raconter. Commençons par Cho Chang, la fille sur laquelle craque Harry, interprétée par Katie Leung. À l'époque du casting pour Harry Potter et la coupe de feu, le livre qui fait la suite de cette histoire est déjà paru. On sait tous que dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry et Cho finissent par sortir ensemble et s'embrassent dans la salle sur demande. De nombreuses jeunes filles se voyaient déjà échanger un baiser avec Daniel Radcliffe et c'est ainsi que le casting pour Cho Chang a pris énormément d'ampleur. C'est plus de 5000 candidates qui se sont présentées au casting, ce qui reste très conséquent pour un rôle si secondaire, mais c'est finalement Katie Leung, poussée par son père, qui remportera le rôle. Passons maintenant à Robert Pattinson que l'on retrouve dans le rôle du brave Cédric Diggory. De son côté, celui-ci a été confronté à une scène plutôt amusante avec Emma Watson. Voilà plusieurs jours qu'ils sont sur le tournage et que les acteurs ont fait connaissance. Je vous laisse regarder cette courte vidéo de Robert et Emma
tourné à l'occasion des making-of de Harry Potter. Les deux comédiens sont dans une loge et on comprend tout de suite qu'il y a un quiproquo. Robert ne sait pas comment s'appelle Emma Watson. Emma pense tout d'abord que Robert se moque d'elle, mais elle finit par se rendre compte que le jeune homme ne sait vraiment pas comment elle se prénomme. Une scène plutôt amusante quand on sait que les comédiens se sont forcément déjà croisés sur le tournage et qu'Emma joue un rôle d'une grande importance dans la saga. Sans rancune, Emma s'amuse de la situation et au moins, Robert s'en souviendra désormais. La plupart des objets, livres et journaux que vous pouvez apercevoir dans la saga Harry Potter sont designés par Minalima, les designers de la saga. Concernant le trophée, c'est plus particulièrement Mira Foramina qui s'en occupe. Comme tout objet de la saga, le trophée est très réfléchi. Pour la forme, elle s'inspire des calices, ces espèces de coupes médiévales qu'on voit beaucoup dans les films. Sur ces objets apparaissent souvent des dragons que l'on retrouve sur le trophée. Le chiffre 3 est très présent sur l'objet puisque celui-ci symbolise la rencontre entre les trois écoles de magie, Beauxbaton, Durmstrang et Poudlard. 3 dragons, le mot Tri-Wizard, découpé en 3 parties, est gravé sur 3 faces du trophée. Et pour recréer l'effet givré présent dans le trophée, l'équipe a utilisé du film alimentaire découpé en petits morceaux et intégré à de la résine. Un astucieux mélange qui crée un effet très réaliste. Concernant l'œuf d'or, cet objet mythique a également été designé par Mira Foramina. Cette dernière voulait représenter une ville magique et mystérieuse gravée sur l'objet. De mon côté, cela m'évoque presque une cité perdue au fin fond des mers comme l'Atlantide. Et je pense que cette connotation n'est pas un hasard, puisqu'il faut immerger l'objet sous l'eau pour percer son secret. Une fois l'œuf ouvert, un chant retentit et on peut apercevoir des sortes de bulles d'air enfermées dans du verre. Pour la graphiste, ces bulles sont censées représenter les voix que l'on entend dans la chanson. Le Magyar à pointe, le dragon que doit affronter Harry lors de la première tâche, fait l'objet d'un immense travail, tant dans la recherche que dans la conception. L'équipe a commencé par regarder de nombreux films où l'on voyait des dragons et s'est inspiré du mouvement des oiseaux pour ceux de la créature. Pour la scène de la première tâche, le dragon a été entièrement sculpté à l'échelle réduite, tout de même 9 mètres de long, puis a été scanné de façon à être numérisé pour pouvoir ensuite être animé en images de synthèse. En revanche, pour la scène de la forêt interdite, quand Harry découvre le dragon qui crache des flammes, la tête du Magyar a été recréée à échelle réelle, et c'est même des vraies flammes qui sortaient de sa gueule, et pour cela, l'équipe avait placé un lance-flamme dans la marionnette. Le décor de la grande salle pour le bal de Noël est un des plus impressionnants de toute la saga. Beaucoup d'acteurs et de membres de l'équipe relatent leur émerveillement lorsqu'ils ont découvert le décor. L'équipe déco voulait que ce décor ressemble à un palais des glaces, et pour ce faire, ils souhaitaient que la majorité des tons des éléments présents dans la salle soient argentés, voire même translucides. Un choix plein de contraintes tant dans la conception que dans le rendu final. Dans un premier temps, il a été envisagé de peindre les murs en argenté, mais la couleur ne ressortait pas et ressemblait juste à du gris pâle sur la pierre. C'est finalement en s'inspirant du décor de la salle de divination du précédent film qu'ils trouvèrent une solution. À l'image du décor de cette salle de classe, d'immenses tentures en tissu, mais cette fois argentées, ont été installées dans toute la salle de bal. Tout le reste de la déco et des accessoires ont suivi et le pari du Palais des Glaces fut réalisé. Rappelez-vous de l'anecdote concernant la nourriture du banquet dans Harry Potter à l'école des sorciers. De la vraie nourriture, des projecteurs qui chauffent la salle et des heures de tournage. Tout cela ne fait pas un bon mélange et créa bien sûr des odeurs nauséabondes. Hors de question pour l'équipe de reproduire la même erreur pour le bal, d'autant plus que cette fois-ci c'est un buffet de fruits de mer qui est mis en place. Imaginez l'odeur. L'équipe accessoiriste a donc décidé de réaliser en résine tous les éléments de nourriture présents lors de ce tournage. Pour les fruits de mer par exemple, ils sont allés au marché pour se procurer des crevettes, langoustines et autres animaux. On en fait des moules en silicone, puis on peut réaliser autant d'exemplaires que nécessaire en résine. Et c'est très réussi puisqu'à aucun moment on ne remarque la supercherie. Un autre grand défi auquel a dû faire face l'équipe du film pour la scène du bal sont les costumes. Tous les sorciers sont habillés en tenue de soirée et il y en a notamment une que les fans attendaient. Je ne parle pas de la splendide robe de Ron, mais bien sûr de celle d'Hermione. À l'origine dans le film, la robe devait être bleue, mais l'équipe a choisi de la représenter en rose. Il me semble que rien n'a jamais été confirmé officiellement à ce sujet, mais si on y réfléchit depuis le film précédent, la costumière a attribué une palette de couleurs au trio. Le bleu et le noir pour Harry, le rouge, le orange et le marron pour Ron, et le rose pour Hermione. Cette décision sur la robe peut avoir un lien avec cette palette de couleurs. De plus, imaginez Hermione en bleu dans toute cette foule, ce décor aux teintes argentées et grises qui peuvent se rapprocher du bleu. Elle n'aurait tout simplement pas ressorti, serait passée inaperçue alors que cette scène est très importante pour le personnage. C'est la première fois que l'on va découvrir le personnage non plus sous les traits d'une petite fille, mais bien ceux d'une jeune femme. En un coup d'œil, le spectateur devait le comprendre.
Lors de cette scène des escaliers, Emma avait beaucoup de pression sur elle. Une robe fragile et très coûteuse, tous les regards braqués sur elle, et un moment des plus importants dans l'évolution de son personnage. Et ça n'a pas manqué. Emma est tombée dans les escaliers et a abîmé la robe. Un événement qui a marqué la jeune comédienne de cette époque, puisqu'on en a souvent parlé dans les interviews. La soirée avance et la musique classique fait place à un concert de rock endiablé qui enchante les étudiants. Ces musiciens et chanteurs du groupe Bizarre the Sister ne sont pas juste des comédiens. Ils font tous partie de groupes de musique particulièrement célèbres, le groupe Pulp et Radiohead. On pourra donc retrouver Johnny Greenwood et Phil Selway pour Radiohead et Jarvis Cocker et Steve McKay pour Pulps. Un coup d'œil plutôt sympa de la production. Passons à la deuxième tâche, le lac noir. Cette scène a été un gros défi pour l'équipe du film et à tous les niveaux. Il fallait trouver un lieu où il était possible de tourner sans trop de difficultés. L'équipe a donc construit un bassin de 2,5 millions de litres d'eau. Ce bassin a été parfaitement adapté au tournage, puisqu'il comportait des vitres de façon à ce que le reste de l'équipe puisse suivre ce qu'il s'y passait, et un fond bleu, éclairé, permettant d'intégrer le décor en images de synthèse, a été fait sur mesure. Pour vous expliquer, ce genre de fonds pour fonctionner doivent être correctement éclairés, sauf que éclairer sous l'eau, c'est une autre paire de manches. L'équipe a donc eu l'idée d'éclairer le fond bleu par derrière. Il y avait ainsi des centaines de néons et des kilomètres de câbles derrière le bassin. Dans cette scène, Harry Potter se voit pourvu de nageoires, de palmes, mais également de branchies grâce à la branchiflore. Il pourra ainsi se mouvoir parfaitement dans l'eau, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Sauf que Daniel Radcliffe, lui, est loin d'être un nageur et un plongeur hors pair. Il a suivi des cours de plongée pour pouvoir nager en toute sécurité, apprendre à utiliser la bouteille d'oxygène, mais également le langage pour communiquer sous l'eau. Mais il a également appris, et ça c'est plus original, à ne pas faire de bulles avec sa bouche pendant les prises. Bah oui, Harry est censé avoir des branchies, donc pouvoir respirer sous l'eau et ne pas avoir d'air dans les poumons. Pour plus de crédibilité, le comédien devait donc s'efforcer de ne faire aucune bulle d'air. Et ces mois de préparation et de travail solo n'ont pas eu les meilleurs effets sur Daniel puisque celui-ci s'en est sorti avec une énorme otite à la fin du tournage. Nous arrivons maintenant à l'ultime tâche, l'épreuve du labyrinthe. Pour ce labyrinthe, l'équipe voulait quelque chose de très impressionnant, menaçant, qui donne l'impression que quiconque y entre ne pourra jamais en ressortir. Les haies du labyrinthe faisaient 9 mètres de haut et ses allées 1,50 m de large. C'est énorme. Et même si la plupart des racines et des branches que l'on voit à l'écran sont issues d'effets visuels, une allée de 12 mètres de long avait été créée avec des haies de chaque côté, animées par un système hydraulique et qui se refermait vraiment sur les comédiens. Le tournage avait une atmosphère angoissante et les acteurs qui étaient présents sur le tournage s'en souviennent encore. En particulier l'acteur qu'incarne Victor Krum, car ce fut son tout premier jour de tournage. Le décor du cimetière de Little Angleton est un des plus grands décors jamais réalisés pour les Harry Potter à ce stade. Pour des questions de simplicité, tout est entièrement recréé en studio de façon à pouvoir tout contrôler. La densité de la fumée, qui s'évapore moins que sur un décor extérieur, l'éclairage, puisque la scène se passe de nuit, et il est plus simple pour l'équipe de recréer une nuit factice pour pouvoir tourner même en journée. Et cette nuit artificielle est bien utile pour Daniel Radcliffe, encore mineur à l'époque et qui doit respecter la restriction sur les tournages de nuit des enfants acteurs. Bref, ce décor n'apporte que des avantages et l'équipe s'est même amusée à y glisser un clin d'œil amusant. Rempli de pierres tombales, il fallait bien trouver des noms à inscrire sur ces monuments. Personne ne pourra s'en douter au visionnage, mais les noms que vous pourrez y apercevoir sont en réalité les noms des animaux de compagnie de l'équipe du film. Une des choses les plus attendues du film était bien entendu Voldemort. L'acteur Ralph Fiennes avait énormément de pression puisque tous les fans avaient une grande attente sur le retour du grand méchant de la saga. Il fallait que son interprétation soit parfaite, mais il fallait également que son apparence corresponde aux attentes des fans. Dans le livre, Voldemort a les yeux rouges, mais cette idée est abandonnée pour le film pour que les expressions du comédien soient plus visibles. Le comédien n'avait presque pas de maquillage sur le visage et il en était plutôt content puisqu'il passait déjà moins d'heures en préparation, mais également parce que cela lui laissait plus de liberté pour son jeu. La seule grosse prothèse qu'il avait sur le visage était pour cacher ses sourcils, sinon tout le reste était recréé en images de synthèse grâce aux petits points posés sur son visage qui servaient de repère. Et enfin, un petit bonus, si vous vous amusez à regarder le générique, vous remarquerez qu'à un moment, on peut y voir la mention « Aucun dragon n'a été blessé pendant le tournage de ce film ». Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à Asmodée de l'avoir sponsorisée. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Si vous connaissez d'autres secrets sur Harry Potter et la Coupe de Feu, mettez-les moi en commentaire, je serai ravie de les découvrir. Voilà, encore merci et moi je vous dis à très bientôt.